souhaite la bienvenue au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants qui sont avec nous dans la salle. Alors, je vous rappelle que vous aurez 10 minutes au total pour votre présentation. Je vous invite à vous présenter et à commencer. La parole est à vous. Oui, bonjour à toutes et tous. Mon nom c'est Viviana Medina. Moi, je suis organisatrice communautaire au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. C'est un centre qui a été fondé, ça fait 22 ans, et pour la communauté philippine, la plupart des travailleuses domestiques. C'est un centre dédié à la défense des droits du travail, des droits humains. On se bat pour la justice, la dignité et le respect de toutes et tous les travailleurs immigrants. Et nous défendons et nous organisons les travailleurs, travailleuses étrangères temporaires, les secteurs les plus précaires. Et on défend et on organise aussi les travailleurs, travailleuses des agences de placement et les travailleurs, travailleuses sans statut légal. Je vais donner la parole à ma collègue Grace. Merci. Salut tout le monde, je m'appelle Grace. Je suis arrivée au Canada en 2019 comme travailleur étranger temporaire venant de mon pays, le Cameroun. Avant d'arriver ici, j'étais à l'école, je faisais la formation de devenir infirmière, mais à cause des crises politiques, j'étais obligée de me déplacer parce qu'il n'y avait plus moyen d'étudier. J'ai trouvé l'emploi ici au Canada et puis je me suis déplacée, je suis venue, mais je suis venue avec un permis fermé. J'ai commencé à travailler avec ce permis et mon employeur m'a abusé pendant 14 mois sans arrêt. Il m'a abusé, j'ai même eu l'accident, je suis tombée malade, les conditions de travail n'étaient pas bien, mais à cause de la peur et j'étais obligée de rester là jusqu'à ce que j'ai rencontré le CTI qui m'a aidé à quitter cet endroit. Mais quand je suis sortie de là, j'ai eu un permis ouvert pour les personnes vulnérables et je suis retournée dans le domaine de la santé. J'ai commencé à travailler comme préposée aux bénéficiaires. Et là, tout allait bien parce que c'était un permis ouvert. Je devais je devais retourner sur le permis fermé. Mais entre-temps, j'ai composé le test de français 3 fois sans succès. Et parce que je n'ai pas réussi le test de français, ça a beaucoup retardé ma vie et j'étais obligée de retourner sur le permis fermé. J'ai commencé à dire à mon employeur que j'ai besoin de EIMT pour pouvoir faire la demande de permis de travail. Et puis, elle m'a demandé beaucoup d'argent. Je me suis sentie obligée de quitter le Québec parce que le test de français ne me permet pas de m'intégrer malgré le fait que j'ai servi ou travaillé au Québec en français pendant 2 ans sans souci. Là, je me suis déplacée, je suis partie en Alberta. Étant là-bas, j'étais toujours obligée de chercher un employeur qui va me donner le EIMT pour le permis fermé. J'ai trouvé un employeur, il a accepté et puis il m'a dit qu'il va me donner le EIMT. Il m'a donné un document. J'ai utilisé ça pour faire la demande de mon permis de travail fermé. L'immigration m'a dit de rester là-bas jusqu'à ce que eux me répondent. Je suis restée. Entre-temps, le cercle d'abus a recommencé. Mon employeur a commencé à m'harceler sexuellement, psychologiquement, commencé à me dire « je n'ai pas le droit de sortir parce que j'étais préposée aux bénéficiaires, mais à domicile ». Donc, je vivais avec mon employeur. Je suis restée là-bas. Après, j'ai écrit à l'immigration, j'ai expliqué tout ce qui se passe. Ils ont appelé la police m'a appelée. J'ai donné toutes les preuves d'abus que j'avais. Et puis la police m'a juste dit « oh, il faut juste oublier et continuer à avancer avec ta vie ». Je n'avais pas de choix. Je suis restée jusqu'au 15 août 2022. L'immigration m'a répondu en disant que la demande de permis a été refusée à cause de manque de EIMT. Le 16 août, j'ai appelé le bureau de EIMT pour demander mais pourquoi est-ce que le permis a été refusé? Et puis le bureau m'a dit parce que mon employeur a fait la demande, mais il n'a pas inclus mon nom. Et quand j'ai demandé à mon employeur, il m'a dit « oui, ma fille a fait ça parce qu'elle voulait se débarrasser de toi ».
Donc, j'ai perdu encore 7 mois de ma vie pour rien. Depuis le 15 août jusqu'à aujourd'hui, devant vous, je souffre, je ne peux plus travailler. J'étais obligée de rétablir mon statut comme visiteur, chercher un autre employeur qui va encore me donner mon 3e permis fermé et je ne sais pas ce qui va se passer. Le permis fermé a été mon pire cauchemar depuis que je suis au Canada, même depuis toute ma vie. Le test de français aussi m'a beaucoup retardée. Je suis incapable de retourner chez nous voir mes parents. Je suis coincée, je suis fatiguée moralement. Devant vous, c'est une infirmière, mais je ne peux pas réaliser mes rêves parce que le test de français m'empêche. Malgré le fait que je suis au Canada, je suis au Québec, je m'exprime en français, je ne peux pas m'intégrer parce que le Québec estime que mon niveau de français n'est pas assez. Je ne sais pas pourquoi. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, ce n'est pas juste moi qui est dans cette situation. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas capables de sortir et de parler. Nous avons vraiment besoin de... Merci. Oui, bonjour. Noémie Beauvais, organisatrice communautaire au Centre des travailleurs immigrants. Depuis 2008, le Canada et le Québec admettent annuellement sur leur territoire plus de travailleurs temporaires que de résidents permanents. Le nombre de permis de travail accordés au Québec a augmenté de 147 % pour la période de 2015 à 2022. Il est plus à démontrer que les permis de travail fermés liant les travailleurs temporaires à leurs employeurs accentuent la vulnérabilité des migrants face aux abus. Nous sommes préoccupés par les orientations proposées par le gouvernement de la CAQ, qui, une fois de plus, discriminent les travailleurs temporaires. Les statistiques le démontrent, en raison de la non-reconnaissance des compétences professionnelles, des barrières d'accès à la francisation et des exigences démesurées en matière de connaissances linguistiques, seuls 1,83 % des travailleurs temporaires présents au Québec ont accès à la résidence permanente, ont eu accès à la résidence permanente en 2015 et 2022. Avec ces orientations, le gouvernement cautionne une vision utilitariste de l'immigration qui rend les travailleurs et travailleuses jetables après utilisation, ce qui, d'un point de vue des droits humains, est absolument inacceptable. Nous tenons également à dénoncer l'instrumentalisation de la protection de la langue française comme argument pour discriminer les travailleurs temporaires qui contribuent à notre société et notre économie tout autant que les étudiants étrangers, par exemple. Les indicateurs sur lesquels s'appuie le supposé diagnostic du déclin du français sont trompeurs, mais ils ont tout de même été utilisés pour restreindre l'accès à la résidence permanente d'un bon nombre de personnes, comme le démontre le témoignage de Grace. Nous croyons que l'ensemble de ces orientations contribuent à la vulnérabilité et à la discrimination des travailleurs et travailleuses, ce que nous dénonçons avec vigueur. Bonjour, mon nom c'est Manuel Salamanca, organisateur communautaire des Centres de travailleurs immigrantes aussi. Et bon, vous verrez qu'il y a 18 recommandations dans notre document, dans la mémoire, et de la page 20 à 24. Dans les plus importantes, peut-être regroupées en catégories, sont les suivants. La première, supprimer les éléments discriminatoires des politiques d'immigration maintenant, comme on a vu, et donner l'accès à la résidence aux travailleurs de tout type d'emploi, qualifiés ou non. Augmenter l'immigration permanente plutôt que de miser toujours plus sur des travailleurs temporaires pour combler des besoins. Et ne pas discriminer les personnes plus âgées, on trouve que ça, c'est un aspect discriminatoire dans la loi. Et donner moins de poids aux connaissances de français parce que pour la condition de comment la francisation ça marche, c'est plus une barrière pour accès à la résidence que vraiment un soutien à la personne pour arriver à la résidence permanente. Et aussi développer des indicateurs pertinents permettant d'évaluer l'état du français. On pense qu'il y a une évaluation qui n'est pas claire sur ça. Changer les examens, les tests de français, parce que même des personnes qui viennent des pays francophones ont réussi à avoir les tests, à réussir les tests. Donner accès à tout à la francisation et aux indemnisations pour suivre les cours. Aussi, on considère que c'est une partie importante du débat que l'Assemblée doit continuer, c'est de mettre en place un programme de régularisation des personnes en statut. Pourquoi ça? Parce qu'on a déjà
beaucoup de gens qui habitent à Québec sans accès à la résidence permanente, qui sont déjà intégrés, qui parlent français, et qui font des efforts pour parler de français, mais qui n'ont pas accès. En conclusion, il vous reste 15 secondes. Ouais. Donc, et une autre chose importante, abolir en collaboration avec le fédéral les permis de travail fermé, qui c'est la grosse source de tous ces problèmes. Merci. Alors, nous allons procéder maintenant aux échanges. Je vais céder la parole à Madame la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration pour 14 minutes 7 secondes. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, merci à vous quatre de participer à cet exercice et merci particulièrement à Grace de nous avoir partagé son témoignage. J'avais eu l'occasion de vous rencontrer déjà, de prendre connaissance du parcours qui est le vôtre, lequel m'attriste vraiment. Et je pense qu'on doit tout mettre en œuvre comme société pour faire en sorte de faciliter le parcours de gens vulnérables. Et à ce titre-là, j'aimerais souligner que c'est une de nos priorités de faire en sorte de développer des initiatives pour supporter, accompagner, donner accès aux droits à des personnes vulnérables. J'en prends par exemple la collaboration que nous avons avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé, sécurité, du travail. On s'est assuré de travailler avec eux pour veiller à la protection et au bien-être des travailleurs étrangers temporaires. C'est une de nos priorités au ministère de l'Immigration et on va s'assurer que cette priorité-là le demeure et se traduise par des actions. Il y a plusieurs initiatives, en fait, qui ont été développées. Notamment, il y a une escouade de prévention avec la CNE-SST qui a été déployée ces derniers mois pour faire en sorte de mieux, notamment, informer les travailleurs étrangers temporaires de leurs droits, faire en sorte de mieux sensibiliser les exigences qui sont associées aux employeurs qui recourent à des travailleurs étrangers temporaires. Il est important de rappeler aux employeurs qui doivent se conformer et que les travailleurs étrangers temporaires bénéficient des mêmes droits que les travailleurs québécois. Et qu'en ce sens-là, tout abus est complètement inacceptable. Donc, merci à nouveau d'avoir partagé votre expérience. En ce qui a trait au permis de travail fermé, de notre côté, on a entamé des discussions avec le gouvernement fédéral pour faire en sorte de regarder les alternatives qui existent au permis de travail fermé. Il existe déjà actuellement la possibilité pour quelqu'un qui subit un abus, une situation qui viole la loi, d'obtenir un permis de travail ouvert pour ce qui est de travailleurs étrangers temporaires ayant un permis de travail fermé. Mais au-delà de ça, moi, je souhaite que l'on regarde, que l'on analyse les options qui s'offrent à nous, en collaboration, bien sûr, avec le fédéral, pour le permis de travail fermé. Donc, est-ce que ce serait davantage un permis de travail régional, un permis de travail sectoriel? Quelle allure ça pourrait prendre? À qui ça pourrait être offert? Ce sont des choses que l'on considère. Et je dois dire que votre témoignage, lorsqu'on s'était rencontrés, a contribué à ma réflexion aussi sur la modulation des niveaux de connaissance du français. Vous savez qu'on a déployé ce printemps dernier une proposition visant à encadrer, en fait, l'accès à la résidence permanente pour des travailleurs qualifiés. Et dans le cadre de cette proposition, on a modulé les niveaux de connaissances qui seraient requis pour le français, suivant le niveau le type de qualification associé aux professions. Donc, pour des professions plus manuelles, intermédiaires, il y aura un niveau de connaissance du français requis de 5. Et pour ce qui est des hautes qualifications, il y aura un niveau de connaissance du français oral niveau 7 et à l'écrit au niveau 5. Donc, c'est notamment votre témoignage qui m'a amené à vouloir implanter une modulation comme ça de ces niveaux de connaissance du français pour faciliter le passage d'un statut d'immigrant temporaire à un immigrant permanent. Et en ce sens-là, on a mis de l'avant également une passerelle nouvelle à travers les réformes que l'on a proposées au printemps dernier, une passerelle qui réfère au volet 2, en fait, de notre programme de sélection des travailleurs qualifiés qui permettrait à des gens qui ont un statut temporaire et pour lesquels c'est très difficile à l'heure actuelle de se qualifier en tant qu'immigrant permanent. Eh bien, cette passerelle permettrait un plus grand passage, faciliterait le passage de gens ayant un statut temporaire
vers un statut d'immigrant permanent. Donc, voilà, ça fait partie donc des choses que l'on met de l'avant pour améliorer notre système. Et sur le plan, je dirais plus de moyen terme, on a également veillé à financer davantage de la recherche sur les parcours migratoires. Donc, il y a quelques mois, on a annoncé un soutien financier à hauteur de 10 millions de dollars pour le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, FRQSC, pour faire en sorte de mieux documenter les différents parcours migratoires qui existent, faire un état de situation d'un point de vue plus, je vous dirais, scientifique. Donc, ce sont un ensemble d'initiatives, bref, que nous mettons de l'avant du côté du gouvernement pour faire en sorte d'améliorer le système. Sur ce, bien, je vais revenir, mais je vais dans un premier temps passer la parole à ma collègue, la députée d'Iberville et adjointe gouvernementale. J'avais quelques questions concernant les parents et les cours de francisation. On sait qu'avec la gestion du temps familial, la charge mentale qui est associée aussi avec les jeunes familles, l'accès à la francisation peut être un enjeu. Récemment, on a mis sur pied des ententes, entre autres avec le ministère de la Famille, pour pouvoir conduire des nouvelles haltes garderies, pour pouvoir permettre la francisation de soir et de jour. On veut également que les deux parents puissent accéder plus facilement là, à la francisation. Selon vous, selon les besoins des immigrants, est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens? Comment est-ce qu'on pourrait complémenter le tout? Oui, on pense qu'on a besoin d'une approche plus intégrale parce que on parle ici de barrières à la francisation. Et si bien, Madame la ministre, j'ai vu une note de presse qui dit que vous êtes fiers qu'il y a plus d'inscrits maintenant à la francisation et c'est ouvert à tous. Mais vraiment, il y a encore beaucoup de barrières. Vu la quantité de travailleurs qui ont arrivé, qui sont temporaires et avec vulnérabilité. Et aussi, il y a des problèmes avec les employeurs qui les empêchent de faire la francisation, beaucoup de problèmes. Tomber sans papier et sans permis de travail, c'est un autre problème pour continuer. Trouver un travail suivi la sans francisation, c'est un autre problème. Essayer d'avoir un permis de travail ouvert et prouver l'évidence qu'il y a des abus, c'est un autre problème qui aussi affecte tout le processus. Donc, il y a plein de barrières, même l'accès à les cours, la distance, etc. Mais en même temps, il y a une autre dimension, c'est la continuité des cours. Quand la personne doit suivre jusqu'à niveau 7, c'est complètement décourageant dans ces conditions de continuer le processus. L'image de Québec commence à changer à l'extérieur. Il y a plein de travailleurs qui ont retourné, très frustrés à son pays, et qui nous disent que les programmes ne marchent pas, et qu'elle commence à faire des dénonciations dans les pays d'origine. Ça commence à passer beaucoup. Et l'augmentation des travailleurs temporaires sans protection, et c'est logique de baser l'immigration sur la migration temporaire, ça ne marche pas. Et on considère que, parce que toute cette période, on a vu que les cas ont empiré, et même on a vu qu'il y a un petit déplacement, ce n'est pas seulement les traditionnels mauvais employeurs, sinon aussi, il y a un autre type d'employeur qui fait des autres types d'abus qui dépassent un peu, et ça ouvre aussi la possibilité de trafic humain, de la traite, etc. Donc, on a vu le reporter de la ONU et la recommandation qu'il a fait et comment associer le travail esclave à tous ces programmes. Donc, je pense qu'il faut pas seulement dire qu'il faut abrir la francisation à tout, non, il faut développer une approche intégrale, vraiment avec plus de ressources pour permettre à tout. Et aussi, ouais. Je voudrais peut-être juste ajouter qu'en termes d'horaire, c'est extrêmement compliqué, en particulier quand on pense aux travailleurs agricoles, saisonniers, qui travaillent parfois jusqu'à 80 heures par semaine là, dans les périodes de rush, des récoltes et tout ça. C'est impossible de suivre des cours de français. Et puis pour nous, il y a clairement une association qui est faite entre
disons, la volonté de limiter l'accès à la résidence permanente à ces personnes-là via des critères de français qui sont excessifs. Ça force les gens à se retrouver constamment dans une position, disons, de migrants en Syrie. Donc, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Donc, sans jamais avoir accès à la résidence permanente. Et pour nous, ça, c'est assurément un problème. Donc, au niveau des horaires, effectivement, c'est un enjeu, particulièrement dans les agricoles, mais pas seulement. Donc, il faut réfléchir à ça. On entendait aussi le précédent groupe qui nous disait l'accès à la francisation en ligne aussi, qui n'est pas toujours évidente, dépendamment des régions, de l'accès à la connexion, de la littératie numérique. C'est effectivement un enjeu. Donc, oui, on est tous d'accord, tous et toutes d'accord avec l'idée de bonifier l'offre, mais au-delà de bonifier l'offre, je crois que malgré tout, les exigences demeurent excessives. Et quand on parle d'un niveau 7, on parle d'un niveau pratiquement universitaire. C'est une conversation fluide en français. Pour des gens qui ne sont pas natifs francophones, c'est excessivement difficile d'atteindre ce niveau-là, donc c'est très décourageant. Donc effectivement, ça donne envie aux gens d'aller s'installer ailleurs plutôt qu'au Québec. Il reste 3 minutes 50. Bon. Je vous amènerai sur un autre thème. Vous parlez dans le mémoire en page 18 de la capacité d'accueil du Québec. Vous faites référence au fait qu'il y a une absence d'indicateurs pour mesurer la capacité d'accueil du Québec. Moi, j'aimerais vous entendre sur les notions que vous incluriez dans cet indicateur de capacité d'accueil. Qu'est-ce qui vous semblerait être des exemples pertinents à considérer pour définir la capacité? J'ai réfléchi, mais je crois que l'ensemble du terme « capacité d'accueil » part avec un biais négatif à l'égard des migrants. On suppose qu'ils ont besoin d'être intégrés ou qu'ils ont, disons, des moins à combler, donc il faut combler des lacunes. Et puis pour moi, ça, c'est un problème. Donc évidemment, bon, l'accès aux services, c'est toujours un enjeu, en particulier les services de santé. L'accès, mais encore une fois, je crois que c'est important de mentionner que quand on refuse l'accès aux services aux gens qui ne parlent pas français 6 mois après leur arrivée, il y a quelque chose d'un petit peu aberrant à ce niveau-ci. Quand on parle de capacité d'accueil, pour moi, en tout cas, il y a une contradiction entre ces deux orientations-là. On veut les accueillir, mais en même temps, on les empêche d'accéder à ces services-là. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir au niveau de ces thèmes-là. Oui, aussi, il y a plein d'autres indicateurs. La quantité de gens qui ont commencé une démarche migratoire, par exemple, la quantité de personnes qui ont la possibilité d'amener à la famille, l'avancement dans les processus de francisation. Il y a plein d'indicateurs qui se peuvent utiliser, je pense, pour mesurer d'une manière plus positive l'intégration et l'accueil. C'est une question technique. Mais amener une précision simplement pour rectifier le fait qu'il n'y a pas de bris de service, il n'y a pas d'absence d'accès à un service après 6 mois si la personne ne parle pas français. C'est simplement que la communication après 6 mois au Québec va se faire en français, mais l'accès au service demeure présent. Social a été très formé sur ces messages n'étaient pas entendus pour plusieurs fonctionnaires à notre ère. C'est important de le rectifier. Sur le terrain. C'est vraiment pas ce qu'on constate sur le terrain. Il y a des gens qui se sont fait refuser des services parce que cette mesure-là n'a pas été bien comprise, je crois, par l'ensemble des prestataires, en fait, des gens qui donnent les services. Voilà. Donc, il y a plein de gens qui ont eu des bris de services. Sur ces questions, ce qui est une préoccupation, c'est qu'il y a toujours un message qui met la responsabilité du déclin des Français sur les travailleurs migrants, comme si c'est la source des problèmes. Et quand on parle avec tous les travailleurs veulent se franciser. Le problème, c'est l'accès et la continuité des cours et le manque de possibilités. Donc, c'est un scénario qui empêche ça. Et vraiment, il y a un message, quand on parle de gens, le message qui vient du gouvernement, c'est que le problème, c'est les migrants ou les immigrants. Et c'est pas vraiment. Il n'y a pas aucun immigrant qui ne veut pas apprendre le français. L'orientation est à l'effet que les immigrants peuvent constituer une solution à l'enjeu du fait français. Bien sûr, ce n'est pas la seule dimension sur laquelle il nous faut agir. C'est multidimensionnel, la situation du français, ce que ça requiert comme changement à adopter pour relancer l'usage du français.
Mais l'immigration est certainement une des dimensions sur laquelle il nous faut agir si on veut changer la donne. Merci. Le temps est écoulé. Alors, je vais maintenant céder la parole à la députée de Chomédé, à l'opposition officielle. Vous avez 8 minutes, 28 secondes. Merci. D'abord, merci beaucoup de participer à cette commission. Vous avez apporté aujourd'hui un côté humain à l'immigration, vraiment. Et puis, ce qu'on vient d'entendre là de Grace, ça me touche profondément. Vous êtes un exemple derrière l'immigration. Il y a des êtres humains. Et puis, c'est ça que vous nous avez démontré. On est en train de parler des chiffres et des besoins, puis d'intégration du français. Là, c'est des êtres humains là, qui veulent vivre et travailler. Merci, Grace, d'avoir pris le temps de venir. Je suis sûre que c'était difficile. Nous autres, après une journée de travail rendue à la maison pour lire, on est fatigués à apprendre le français. Elle parle tellement bien le français. Vous parlez vraiment bien le français. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas passé. Ma question à Grace et vous peut-être, est-ce que vous avez connaissance de l'ampleur de ce phénomène d'esclavage moderne au Québec? Bon, l'esclavage moderne, c'est vraiment quelque chose au Canada qui beaucoup de gens ne savent pas, même ceux qui subissent ne savent pas que ça c'est de l'esclavage, mais à une manière indirecte, parce que quand on nous donne les permis fermés, on essaie de nous comprendre que c'est pour que tu puisses travailler, tu as les droits et tout ça, mais ça t'empêche de faire beaucoup de choses. Ça donne aussi l'opportunité à ton employeur de te traiter comme il veut, surtout quand les employés sont naïfs et surtout quand ils viennent d'arriver. Certains entre nous viennent de pays de guerre. Moi, par exemple, j'ai fui la guerre dans mon pays avant d'arriver ici. Étant ici, je vois toujours les vidéos de tout ce qui se passe dans mon pays et puis je vis dans la peur. Et mon employeur, quand il a vu ça, il a décidé de profiter en me disant que tu as un permis fermé, tu ne peux pas travailler ailleurs, donc tu es obligé de faire ce que je veux. Jusqu'à ce que j'ai rencontré le CTI, je ne savais pas du tout que en fait, pour moi, je savais que j'étais son esclave. Et quand on est abusé pendant longtemps, à un moment donné, on commence même à défendre celui qui nous abuse. Donc, on devient déjà tellement traumatisé qu'on a même peur de quitter celui qui nous abuse. Donc, le permis fermé, c'est vraiment c'est de l'esclavage total. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi fermer avec une personne? C'est quoi la raison? Parce que même avant d'avoir ce permis, on paye l'argent. Étant au Canada, quand tu vas vers un employeur, tu lui dis « je veux le travail, est-ce que tu as un permis? Non. Tu as besoin de permis? Oui. OK, tu vas me payer 5 000 $. Ça, c'est mon cas. C'est ce qui s'est passé en 2021 et j'étais obligée de quitter le Québec pour Calgary. Donc, le permis fermé, ça doit vraiment... On doit vraiment arrêter ça parce que c'est de l'esclavage. Même ceux qui subissent ça ne connaissent pas. Merci pour votre intervention, très appréciée. Je pense que vous avez tous vu le documentaire Essentiel. Vous avez vu... malheureusement, je ne peux pas rire. Vous avez vu Carole. Oui, c'est notre membre. Oui. Carole aussi a été collègue. Il a été victime de mon employeur. Vous savez, Carole, Grace, pour moi, c'est l'image humaine. C'est une image qu'on doit garder tous en tête d'une immigration temporaire. Une immigration temporaire qu'on essaie de toutes les façons de ne pas voir. Or qu'elle est là. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez rencontré le représentant des Nations Unies lors de sa tournée. Okay. On est un pays G7, c'est le Canada. Moi, ça m'attriste de parler de l'esclavagisme au Québec et au Canada.
est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez que le ministère de l'Immigration, vu qu'il y a des cas, on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, chers collègues, il est là. Posez-lui la question que vous voulez. Il parle d'un esclavagisme moderne au Québec. Est-ce qu'aujourd'hui, vous formulez une demande officielle à ce que le ministère s'intéresse davantage à ça et qu'on arrête de voir l'immigration comme problème, mais qu'on s'attarde à régler ces enjeux d'abus? Je ne dis pas que tout le monde fait des choses pas correctes, il y a la CNSST, il y a beaucoup de choses, mais quand je vois aujourd'hui Grace et Carole et le documentaire essentiel, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis le documentaire essentiel? Avez-vous vu des actions du MEFI par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez des actions concrètes? Si oui, lesquelles? Abolir le permis de travail fermé, on a vu aussi l'accès à la résidence permanente pour tous les travailleurs non qualifiés ou à bas salaire, comme les agricoles, les travailleurs domestiques. L'autre? Et bien sûr, le programme de régularisation inclusive, complet et consécutif, parce que quand Grace a changé d'employeur, elle avait venu sans ce statut. Elle a retourné pour rétablir son statut ici. Mais ça, c'est l'exemple précis de comment un travailleur ou travailleuse perd le statut d'immigration. Alors, oui, on priorise beaucoup la migration temporaire, mais pourquoi pas régulariser à toutes et tous qui sont ici déjà, qui vivent la même situation d'exploitation, qui parlent français déjà, non, qui sont très bien intégrés. On fait comme s'ils n'existent pas, mais pendant la pandémie, ce sont eux qui nous amènent la nourriture. Allié avec vous, je n'ai pas arrêté de parler des travailleurs temporaires étrangers. J'ai moi-même déposé un projet de loi au printemps par rapport à ça. Probablement, je me reconnais dans vos propos parce que j'ai suivi probablement le même parcours. Je suis venu pour étudier. Je n'avais pas assez de connaissances, même sur le milieu de travail. Les gens pensent que c'est facile de comprendre le droit de travail. Je ne suis pas avocat. Je ne l'étais pas. Je ne suis pas plaideur. C'est tellement alarmant ce qu'on entend, parce que moi, depuis le documentaire essentiel, ma réflexion a complètement changé. Aujourd'hui, vous avez devant vous un document qui parle d'une planification pour les 3 prochaines années. On parle de 2 seuils, 2 scénarios, 50 000 ou 60 000. Vous avez parcouru le document. Est-ce que selon vous, c'est assez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, après votre passage en commission, je vois déjà vos visages, je vais arrêter parce que je veux vous entendre. Est-ce qu'on ne rate pas quelque chose avec cette commission, s'il vous plaît? Oui. Juste avant de répondre à cette question-là, je veux revenir sur le point précédent. Vous avez demandé combien de cas de trafic humain on a ou de cas d'esclavage moderne. J'aimerais vraiment spécifier que c'est pas des cas isolés. Des cas comme ça, on en a au moins 1 par semaine au CTI. Au moins 1 par semaine. Wow. Et puis... Avant que tu rentres, juste pour donner un exemple de quelqu'un qui a témoigné devant un reporter des Nations Unies, un travailleur qui travaillait 120 heures par semaine, parfois était payé, parfois non. Imaginez, une seule fois par jour, une seule. Ça, c'est l'exemple qui arrive. Et pas juste comme un isolé, comme ma collègue dit. Et ce cas-là a été documenté. Ce cas-là a été documenté au tribunal administratif du travail. Oui, on rate quelque chose sur les débats de chiffres. Merci. J'y reviendrai à la prochaine question. Alors, merci, député de Nelligan. Maintenant, député du deuxième groupe d'opposition. Alors, député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup pour votre intervention. Écoutez, vous le savez, je le sais, l'immigration, ce n'est pas des chiffres. Hein. L'immigration, c'est des histoires. L'immigration, c'est des vies. Et il y a des conséquences au choix d'un gouvernement directement sur ces vies-là. Et je pense, par exemple, aux 18 000 dossiers effacés par la CAQ en début de mandat. Je pense aussi à la réforme du PEC de 2020, qui a complètement charcuté le programme. C'est des choses qui me choquent, puis qui continuent de nous choquer, puis qui continuent de choquer les gens qui sont encore impactés par ces décisions-là. Grâce, Grace, vous êtes parfaitement francophone. Vous êtes une Québécoise. Vous êtes ici chez vous. Je vais vous le dire, là. Et je pense qu'on peut tous s'entendre ici là-dessus. Je pense qu'il n'y a personne qui remet ça en question, que votre place, elle est ici, puis elle est avec nous. C'est pas vous qui avez échoué le test, madame, c'est le test qui vous a échoué. C'est le test qui n'a pas de bon sens. Et
il y a plusieurs reportages qui l'ont montré ce printemps, mais ça n'a pas changé. Et j'espère que ça va changer. On parle de capacité d'accueil, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi parler puis évaluer toute l'importance que vous apportez, votre travail apporte? Pas que le travail, on peut parler linguistique, culturel, etc., mais tout ce que vous nous apportez aussi. Puis est-ce qu'on ne doit pas aussi se poser la question qu'au final, on a probablement besoin plus de vous que vous avez besoin de nous? Et ça, on n'en parle pas assez. Et vous avez parlé de votre travail pendant la pandémie. Vous avez aidé quelqu'un. Malheureusement, bon, ça s'est mal passé, mais qu'est-ce qu'on aurait fait sans les Grace de ce monde pendant cette pandémie? Puis je pense qu'on ne le redit pas assez. Puis je pense qu'on est vite à nous dire notre capacité d'accueil est atteinte, mais posons-nous la question de comment on subirait ou comment on réussirait à vivre sans ces préposés aux bénéficiaires dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, sans nos travailleurs agricoles temporaires. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de pérenniser leur statut? Comment se fait-il qu'il faut qu'ils tombent dans des situations comme vous? Comment ça se fait qu'on se permet ça en 2023? La question est rhétorique, mais vous pouvez prendre les dernières secondes pour répondre. Je vais répondre en revenant sur les chiffres, en fait. Pour moi, parler de seuil d'immigration alors qu'on exclut je ne vais même pas dire la majorité, on exclut l'ensemble des travailleurs étrangers temporaires non qualifiés, c'est un faux débat, en fait. Qu'on en ait 60 000, qu'on en ait 50 000, la question n'est pas là. La question, c'est sur qui sont ces gens. Plusieurs d'entre vous l'ont répété, l'immigration, c'est humain, c'est des visages. En terminant. Donc voilà, je vais m'en rester là. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais céder la parole pour 2 minutes 50 au député de Matane-Matapédia, 3e groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, on a parlé de permis de travail fermé, c'est revenu comme étant une pratique qui doit cesser, selon vous, pour être remplacée. J'aimerais que le projet de loi puisse permettre d'en arriver là. Malheureusement, c'est un autre gouvernement qui gère ça. Alors, une des conclusions de nos travaux pourrait être en parallèle de faire une demande formelle, cette fois, écrire, adopter une motion demandant que ça cesse. Par quoi on remplace ça? Quelle pourrait être la meilleure formule? Nous, tantôt, on avait évoqué un permis plus régional ou dans un secteur. Est-ce que c'est une formule que vous trouvez intéressante ou elle est perfectible ou vous avez une autre idée de ce qu'on pourrait faire de mieux? D'abord, oui, je comprends que c'est particulièrement le gouvernement fédéral qui gère ça. Cependant, j'aimerais rappeler que le gouvernement provincial a aussi la capacité de créer ses propres programmes pilotes, ses propres programmes en matière d'immigration. Donc, on peut choisir de faire les choses différemment. On peut choisir de ne pas opter pour des permis fermés qui lient les gens à leurs employeurs. Ceci dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Pour nous, la question... En fait, pour nous, la réponse à cette question-là, c'est un permis ouvert, point à la ligne. En fait, de laisser les gens travailler où ils veulent, quand ils veulent. Ça va permettre... En fait, ce que ça va donner comme résultat, c'est que les employeurs n'auront pas le choix de donner des bonnes conditions de travail pour pas que les gens quittent. Ce qui est le cas pour tous les travailleurs et travailleuses locaux. Vous et moi, si on change de travail demain matin, on peut décider d'aller où on veut, quand on veut. Et puis, il n'y a pas de question sur « Ah, mais comment ça va fonctionner pour les employeurs? » C'est juste la réalité. Donc, il y a moyen de faire ça aussi. Une personne qui se retrouve dans une situation vulnérable peut se trouver un autre employeur qui va la traiter avec respect. Donc, il y a un ailleurs, j'appellerais ça comme ça. Comment on fait ça pour... parce que vous avez aussi des contacts avec le gouvernement fédéral sur les questions de l'immigration. Est-ce que vous l'avez abordé? Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'ils tiennent à ça, eux, les fédéraux? Un peu la réponse du fédéral, c'est d'ouvrir des programmes pilotes avec les bons employeurs. D'accélérer le processus de migration, d'amener des travailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a déjà des programmes pilotes qui est pour accélérer le processus d'amener des travailleurs migrants. En conclusion. C'est l'autre côté, mais il faut... Mais la vérité, c'est qu'il veut immigration Désolée, fédérale. C'est terminé.
C'est terminé. Alors, merci beaucoup de votre participation, de votre témoignage très touchant. Alors, nous allons suspendre la séance pour quelques minutes et revenir avec le prochain groupe. Merci.